Entrée au monde en 1986. Elle a d'abord été journaliste politique. Depuis 2002, elle est chroniqueuse judiciaire, chargée des grandes affaires judiciaires, en procès d'assises ou les scandales politico-financiers, mais aussi du quotidien de la justice auquel elle est très attachée. Elle est auteure par ailleurs de plusieurs ouvrages qui oscillent en fait entre une dimension documentaire et une dimension de fiction. Je cite donc Dans le ventre de la justice en 2006, Le procès Carlton en 2015, avec à l'époque François Bouc comme dessinateur, La déposition sur l'affaire Leroux en 2016, qui a été finaliste du prix Femina, La part du juge en 2017, Jour de crime en 2018, avec Stéphane Durand-Soufflant, qui est chroniqueur judiciaire au Figaro, et Comprenne qui voudra, c'est son dernier livre en 2021, avec le journaliste et réalisateur Joseph Beauregard sur l'affaire Gabriel Russi. Florence Sturm, enfin, vous êtes journaliste, donc diplômée du CELSA. Vous avez débuté à la rédaction de France Bleu Pays Basque. Vous avez travaillé notamment sur les affaires de terrorisme. À Bayonne, vous avez été également correspondant du quotidien La Croix. Depuis 2011, donc, vous êtes chef du service Société et spécialiste justice à France Culture. Et vous êtes co-auteur avec Charlotte Piret, qui est journaliste à France Inter, Antoine Mégy, qui est enseignant-chercheur, et Benoît Perruc, qui est dessinateur, de Chronique d'un procès du terrorisme, l'affaire Mera, qui a été publiée en 2019 en partenariat avec Radio France. Donc, selon l'ordre de notre webinaire, je cède la parole à Martine qui va ouvrir donc votre intervention. Alors, je ne sais pas comment tu as prévu de faire parler les uns et les autres, Martine. Oui, alors merci beaucoup Christian de ces mots d'introduction. Le webinaire prend une forme un petit peu différente aujourd'hui puisque d'habitude on a plus souvent un intervenant, deux grand maximum. Cette fois-là, nous avons souhaité réunir quatre journalistes sous une forme un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas demandé de préparer une intervention chacune, mais on a souhaité les faire parler voilà, plus sous la forme d'une table ronde, donc en leur posant un certain nombre de questions. Alors, je ne voudrais pas paraître voilà, désorganisée, mais c'est vrai que je n'ai pas prévu de vous demander que chacune réponde successivement à la même question. On va tenter de faire quelque chose peut-être de plus fluide où, en fonction des questions, voilà, celles qui ont envie d'intervenir prennent la parole. Voilà, donc si ça vous convient comme ça, on peut commencer sur ce mode-là. Alors, je crois que les micros étaient coupés, donc vous pouvez peut-être allumer vos micros. Florence, Julie, Corinne, Pascal. Voilà. Voilà. Donc, alors, je précise, voilà, pour les personnes qui assistent au webinaire, que comme sur les fois précédentes, alors il y a des sons parasites, hein, ça va être un peu, moi j'espère que ça va aller quand même, que toutes les quatre ont visité l'exposition sur le site de Perfit et qu'on a déjà pas mal échangé sur le sujet. Donc, c'est pour ça que les questions sont assez orientées par les réactions dont elles ont pu nous faire part quand elles étaient dans cette salle d'exposition. Alors, la première question part, on va dire, du début, même si on se doute de la réponse, mais ça permet quand même de lancer la discussion. C'est donc vous êtes journaliste judiciaire. Nous, on a choisi d'expliquer un certain nombre parmi les procès qui ont été filmés sur les archives audiovisuelles de la justice. Est-ce que vous avez été amené à couvrir l'un de ces procès enregistrés? Je peux répondre si vous voulez. Vous m'entendez?
Oui, oui, tout à fait. Dans les procès filmés, oui, j'ai couvert, comme plusieurs, enfin en tout cas il y avait Florence, le procès des attentats de janvier 2015. Celui-ci n'est pas exposé. Effectivement, il est conservé, mais il n'est pas exposé. Il me semble que vous nous aviez dit, Pascal, que vous aviez assisté au procès de Klaus Barbie. Oui, enfin, j'étais toute petite, enfin j'étais jeune stagiaire, j'étais stagiaire au Monde et effectivement j'avais accompagné le chroniqueur judiciaire de l'époque, qui était Jean-Marc Théolaire, et je l'avais accompagné au procès Barbie. Absolument. Très bien. Et de ce fait, alors même pour celles qui n'ont pas assisté aux enregistrements voilà, des procès qu'on expose, que vous inspire finalement la vision de ces procès tels que nous, on a choisi de les monter aux Archives nationales? Est-ce que vous retrouvez d'abord la scène judiciaire telle que vous avez l'habitude de la voir? Est-ce que ça vous semble, à mesure où ces films sont des films pour l'histoire, est-ce que ça vous semble couvrir cet objet? Alors, je prends la parole. Je crois qu'on a été toutes les trois, parce qu'on a visité avec Julie et Pascal, je crois que Florence n'est pas venue le même jour que nous, assez frappées par le filmage du procès Eichmann par rapport au procès filmé en France pour l'histoire. On a tout été un peu aimantées, attirées par cet écran-là, parce qu'il y avait une manière de filmer qui vraiment se détachait de la façon dont sont filmés les procès pour l'histoire, que ce soit Barbie, Touvier, Papon, les procès Rwanda, enfin tous ceux qui sont exposés dans la salle, le procès pour l'enlèvement des Chiliens, qui sont des dispositifs plutôt fixes, plutôt très, très sobres, voire carrément moches, n'ayant pas peur des mots. Il y a certains, je me souviens de certains plans où on voit le dessous de la table des magistrats avec les fils des ordis. Enfin, c'est pas de l'image, c'est pas de l'image professionnelle en quelque sorte. C'est de l'image qui a une valeur de document, qui a un intérêt en tant que tel, mais c'est une image moche, ce qui est toujours, moi je trouve un peu dommage. Et le procès Eichmann, en plus vous avez fait un montage dans l'exposition qui est autour de l'accusé, qui tourne autour de lui dans sa cage, qui le montre avec des plans très rapprochés. Il y a vraiment une réalisation et un regard. Et c'est vrai que les images des procès filmés en France à côté paraissaient un peu plates, quoi. Alors, je mettrais à l'exception du procès Barbie, parce que dans mon souvenir, ce qu'il nous avait expliqué, c'était le premier procès filmé après la loi Badinter, et il y avait eu une relative liberté de réalisation. Et là, c'était un peu plus dynamique. Même si c'était dans cette grande salle de la salle des pas perdus de la Cour d'appel de Lyon, il y avait quand même quelque chose d'un peu plus vivant. Mais sur certains autres procès, un seul cadre fixe pendant des heures, voilà, pour moi, ça pose la limite de la regardabilité. Je ne sais pas si c'est un mot, mais de comment est-ce qu'on peut regarder ces images si on n'est pas historien ou chercheur, si on est public, puisque nous, en tant que journaliste, on a toujours le souci d'une audience qui est le grand public, qui n'est pas forcément le chercheur. Voilà, en quelques mots. Oui, moi, ce qui m'a frappé aussi pendant la visite, c'était de se dire, finalement, on avait tous ces procès filmés avec une évolution dans le temps et on aurait pu se dire, bon, bah, les premiers, ils ont peut-être un peu essuyé les plâtres et ensuite, ça allait évoluer. C'est presque le mouvement inverse, en fait, qui s'est produit. C'est-à-dire, c'est le procès à Eichmann qui est le plus ancien, qui est le plus audacieux avec un vrai regard. Et plus le temps passe et plus, au contraire, j'ai l'impression que la caméra se fige pour arriver à ces espèces même de tourelles, version de ces sortes de caméras de surveillance, en fait. Et plus le regard disparaît et plus ça devient complètement figé. Enfin, moi, c'est ça qui m'a pas mal marqué, en fait, de ne pas avoir d'évolution d'un procès à l'autre, de tentative d'autre chose, et au contraire, de voir que ça se figeait de plus en plus dans le temps, quoi. Si je peux ajouter quelque chose, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Enfin, je pense qu'on a été toutes vraiment scotchées devant le procès Eichmann et que effectivement, les images des autres procès,
je vois pas l'intérêt, en fait. Je comprends l'intérêt, mais je veux dire, à ce moment-là, d'une certaine manière, un script intégral produit exactement le même effet. C'est-à-dire que si on avait un enregistrement sonore, on aurait exactement, pour les chercheurs, le même objet que cette image où on voit un bout de crâne, où on voit un assesseur qui s'ennuie, enfin, toutes choses qui sont rédhibitoires. Alors, effectivement, comme l'a dit Corinne, je pense que nous, notre regard est un regard de journaliste, c'est-à-dire qu'il est tourné vers le public. Et quand on parle de l'intérêt de filmer les procès, la question est celle de la pédagogie de l'audience, pédagogie de la justice. Donc là, je veux dire, personne ne peut s'asseoir pendant autant d'heures devant ces images parce qu'on est dans une société d'images. Donc les images, on en voit tout le temps, on en produit nous-mêmes et on ne peut pas imposer quelque chose d'aussi figé. On peut peut-être dire quand même qu'il y a eu une évolution avec le procès des attentats de janvier. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont pu comparer, entre guillemets, entre leur vision à l'intérieur du prétoire et leur vision dans l'auditorium. Et il nous a semblé que quand même c'était nettement mieux fait qu'auparavant. Rien à voir. Rien à voir. Moi, j'étais dans l'auditorium, c'était vraiment, c'était formidable. C'était d'autant plus formidable qu'on voyait les témoins de face. On les voyait à la place des juges. Et donc ça, c'était rien que ça, c'était merveilleux. Oui, disons que ce qu'on voit avec ces archives, bon, je comprends effectivement votre point de vue, mais finalement, comme ces archives, alors il y a peut-être effectivement d'autres personnes ici qui pourraient répondre, qui travaillent justement sur ces archives d'un point de vue historique et qui peut-être tout à l'heure prendront la parole. Mais la perspective, effectivement, de ces enregistrements est vraiment de créer ce qui est ce qui a été pour le législateur un point de vue objectif qui permet ensuite aux personnes qui regardent de se faire leur propre opinion sur ces procès. Donc c'est pour ça qu'il n'y a vraiment aucun effet. Mais vous l'avez souligné, en effet, c'est dans cette volonté de produire des images un peu sans point de vue, il y a aussi finalement quand même le point de vue de la justice sur elle-même qui est mis en avant. On va peut-être avancer sur les questions et moi, je sais que je serais intéressée d'entendre le point de vue d'un certain nombre de personnes qui sont là et qui actuellement consultent dessus. Alors, je dois quand même vous signaler quelque chose qui est un petit peu extérieur, mais pas complètement. Florence Thurme, qui était avec nous au tout début, a de très gros soucis de connexion. Et là, actuellement, elle est dans un trou, elle n'arrive pas du tout à se connecter. Donc, j'espère qu'on va arriver à la récupérer. Peut-être que Christian, je peux te laisser reprendre la main sur les questions, comme ça me permet d'appeler Florence et de voir avec elle si on a un moyen de résoudre ces difficultés. Oui, avec plaisir. Donc, on a déjà commencé avec ce que vient de dire Pascal à comparer quand même l'évolution de ces procès. Et en particulier, ce que vous avez dit, quand vous avez dit qu'on voyait les témoins de face, que c'était l'acte du juge, je trouve que l'intérêt de la caméra, c'est justement de pouvoir offrir des points de vue que l'on n'a pas en tant que personne présente dans la salle, ou bien de saisir. C'est ce qui s'est passé récemment. Je vois que Caroline Moine est parmi nous dans un colloque, journée d'études que nous venons d'avoir à Berlin, où donc l'un des intervenants a montré un extrait d'un procès rwandais où tout à coup le témoin s'adresse au principal accusé et tout à coup quelque chose se passe qui était totalement inattendu, non voulu en quelque sorte par ceux qui ont filmé, mais qui arrive quand même, quoi. Et je crois qu'il y a cette dimension de quelque chose qui intervient dans le cours très long d'un procès. C'est aussi une dimension, je pense, importante, c'est-à-dire
Un procès, c'est long et ennuyeux, comme vous le savez quand vous les suivez tous les jours. Et donc, le problème du filmage se redouble de cette question-là, je pense. Florence, comme vous nous avez rejoint. Oui, mais avec une connexion difficile, j'en suis absolument désolée pour tout le monde. En tout cas, vous êtes là, donc on en profite. J'avais demandé donc à Pascal, Corinne et Julie, qui, comme vous, voilà, est venue visiter l'exposition. Voilà, comment vous avez réagi en voyant ces films réalisés pour l'histoire? Est-ce que ça correspond à l'image que vous en avez habituellement quand vous suivez les procès? Est-ce que vous attendiez autre chose? Est-ce que vous pensez que ce sont des documents vraiment faits pour l'histoire ou, euh, ou pas? Est-ce que vous pouvez réagir sur ces questions? Je ne sais pas si vous avez entendu ce que Pascal, Corinne et Julie ont dit d'ailleurs sur le sujet. Non, non, pas vraiment, mais je vais réagir tout de même. Je voulais d'abord faire part. Pardon. Je voulais d'abord faire part peut-être de ce qui est. Florence, on vous entend très très mal. Quand il s'agit de filmer les procès auxquels nous allions participer, notamment le procès tout récent, je suis absolument d'enlever le. Est-ce que vous m'entendez mieux? Apparemment, c'était encore difficile. Ce sont les connexions Internet là où je me trouve qui sont très très mauvaises. Vous me dites si je peux continuer, sinon donner la parole à quelqu'un d'autre parce que c'est parfaitement désagréable de ne pas entendre ce qui. On vous entend bien, mais voilà, peut-être garder votre vidéo coupée pour ménager votre bande passante. Et voilà, là, vous avez coupé votre micro. Donc, il faudrait remettre, voilà. Et donc, si vous voulez remettre votre micro et vous exprimer. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Pas très bien. Est-ce que vous m'entendez mieux ou est-ce que c'est toujours aussi difficile? Non, là, c'est beaucoup mieux, Florence. Bon, on l'a perdu. Compliqué. Voilà, Florence nous rejoindra par intermittence. On le sait, on est prévenu maintenant. Donc, pour aller plus loin dans cette problématique sur des enregistrements faits pour l'histoire, donc ce qui est vraiment mis en avant par son initiateur, donc Robert Badinter, c'est vraiment de filmer des procès en raison de leur intérêt historique. Actuellement, dans le projet de loi donc sur la confiance dans la justice, l'actuel ministre de la Justice met en avant un tout autre intérêt qui est celui du public. Est-ce que pour vous, ça entraîne de ce fait des modalités de tournage différents, une optique qui va être autre, ou est-ce qu'il y a quand même un lien entre les deux approches? Pour moi, pardon, je ne sais pas, je me lance. L'intérêt du public et l'intérêt historique, j'ai envie de dire que finalement, tout a un intérêt historique. Je ne sais pas si on pense aux travaux de certains historiens. Je suis allée chercher parce que je ne retrouvais pas son nom, mais une historienne qui s'appelle Arlette Farge,
qui a travaillé au XVIIIe siècle à partir des archives judiciaires, parce qu'elle dit qu'à l'époque, il y avait un habitant sur 3 à Paris qui avait eu affaire à la police, et qu'en fait, c'était une mine d'archives incroyables sur l'histoire des gens. Et nous qui fréquentons les palais de justice, les tribunaux judiciaires, les tribunaux correctionnels, toutes sortes de salles d'audience, on voit bien qu'on voit la vie des gens aussi, et que pour moi, c'est aussi intéressant quelque part que la grande histoire et les grands procès. Et je trouve que capter pour plus tard des procès de surendettement, des procès d'affaires politico-financières, des procès… bon, le divorce, ça me paraît plus compliqué parce que là, on rentre vraiment dans l'intimité des gens, mais des procès de comparution immédiate, enfin voilà, toutes ces sortes d'audiences-là, moi je trouve qu'elles ont certes un intérêt pour le public, comprendre la justice, mais pour moi, elles ont autant d'intérêt pour les historiens du futur que les procès qu'on a filmés. Je comprends tout à fait l'idée qui était les procès de crimes contre l'humanité, les procès de génocide, mais je trouve que tout fait histoire et tout est intéressant. Voilà. Après, on ne peut pas tout garder, mais même à mes yeux, ça a infiniment de valeur. Ce qu'on voit tous les jours dans les prétoires, c'est vraiment un reflet de beaucoup de choses et de beaucoup de choses qui ne vont pas bien, souvent dans notre pays. C'est mon petit témoignage. J'enlève mon micro. Est-ce que je peux juste intervenir parce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Pascal. Très bien. Ok. Non, parce que comme je vais devoir partir, parce que je reçois ma 2e dose de vaccin, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Corinne. Bon, pour débattre du projet de loi, le problème, c'est qu'on ne sait absolument pas qui va faire quoi, comment ça va être autorisé, on n'a que des grandes lignes. Moi, je pense qu'effectivement, si on veut travailler, mais c'est presque, ça relève plus de l'étude sociologique, je pense que c'est un lieu absolument exceptionnel d'observation de la société. Je pense que, par exemple, les audiences de surendettement, les audiences de comparution immédiate, quand on lit des livres de chroniqueurs judiciaires qui datent d'il y a 50 ans, sur les comparutions immédiates, par exemple, on voit que c'est évidemment pas la même population, ce ne sont pas les mêmes… c'est pas la même façon de parler, etc. Donc, c'est un témoignage fantastique. Maintenant, comment on va faire ça? De quels vont être… Parce qu'on sait très bien que ça va être extrêmement restreint, qu'il va falloir attendre une très longue année pour que ce soit diffusé, puisqu'il faut attendre la fin de la procédure, qu'ensuite il faudra redemander des autorisations. Donc, pour l'instant, tout ça est quand même très flou. Mais sur le fond, je pense qu'on est là-dessus, on doit être à peu près d'accord, alors que très sincèrement, effectivement, je pense que toutes, nous 4, nous sommes des bénéficiaires absolus de l'absence des caméras dans les prétoires. On ne peut pas nier que les caméras, enfin en tout cas les documentaires, par exemple, qui ont déjà été faits sur des autorisations de filmer les procès qui ont déjà été accordées, sont susceptibles de jouer un rôle considérable dans une meilleure connaissance par l'opinion du système judiciaire et de la manière dont les procès se déroulent. C'est évident que ça a une valeur fantastique. Alors, quel parallèle vous Je crois que Julie voulait intervenir, non? Non, mais j'ai cru que c'était un tour de table, mais je peux complètement passer et intervenir sur la suivante. J'allais compléter, mais ça va peut-être… Julie, au contraire, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais comme il y avait un blanc, j'ai cru que… Non, mais c'était le temps que je trouve le bouton avec mon micro, pour être honnête. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, si, sur peut-être le fait aussi que, en fait, paradoxalement, les procès qui sont filmés, les procès dits historiques, ce sont ceux qui sont déjà les plus couverts, où il y a une couverture journalistique, radio, presse écrite et télévisée très importante, et que finalement, toutes ces audiences dont parle Corinne, c'est celles où nous, on ne va pas, où on va très très peu, et qui représentent finalement la majeure partie de la justice aujourd'hui, et dont on n'a aucune trace d'archives, qu'elles soient écrites, audiovisuelles ou radio. Aujourd'hui, on a toujours, je crois, la même référence. Quand on parle des comparutions immédiates, on se réfère toujours au même film de Depardon, parce qu'il n'y en a qu'un qui est rentré et qui a fait ça, et ça date des années 90, et nos références, notre imaginaire
Et nos images de la justice, en fait, elles sont très anciennes parce qu'il n'y a pas eu de travaux et d'autorisation qui ont été donnés. Et donc aujourd'hui, on passe un petit peu un retour de l'idée on va tout rouvrir. Et j'ai l'impression que c'est un peu le mouvement général qui y a toujours cette oscillation du tout ou rien, quoi, comme en 54, quand on a décidé de tout interdire alors que tout était autorisé, qu'on pouvait prendre des photos, filmer, et que c'était tout ouvert. Et là, à nouveau, on se dit, bon, bah, allez, on va tout filmer. Et qu'en attendant, il y a très peu de journalistes qui peuvent rentrer avec une caméra et essayer de raconter d'autres justices que celles qui sont archivées ou que nous, on couvre en justice pénale, quoi. Et de ce fait, pour rester dans cette logique de produire des archives historiques, comment ces archives devraient être filmées selon vous, quoi, pour être plus intéressantes? Ouais, je crois que Julie, il faut que tu appuies sur ton micro. Vas-y. Pardon, excusez-moi, c'est qu'il se referme. En fait, il se referme tout seul et d'accord. Pardon, j'étais juste... Non, mais tu voulais dire quelque chose ou je continue Ok. Moi, je voulais... Qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs? Oui, sur comment filmer, oui, que je pense que l'objectivité et ce à quoi on est en train de s'accrocher à tout prix, c'est peut-être le même mythe qu'on a à la caméra et pour les archives que ce qu'on a dans le journalisme ou cette espèce d'imaginaire d'une objectivité qu'on doit rechercher. Moi, j'ai toujours été très sceptique face à ça et je trouve que même les images très figées de toutes ces archives où on a un type à la barre, c'est déjà un parti pris parce qu'il y a tout ce qu'on ne nous montre pas. Et parce que le choix de rester et de montrer le plan avec la déposition, c'est faire le choix de ne pas donner de place du tout aux réactions sur des visages, à j'en sais pas, une émotion de quelqu'un, une intervention, à tout ça. Donc, c'est aussi nous emmener sur un regard, c'est ce qu'on disait au début, c'est peut-être celui du juge ou celui, mais en tout cas, c'est nous mettre dans un parti pris quand même. Et que du coup, moi, je pense que ça, on pourrait s'en affranchir et retourner faire ce qu'a fait un Léo Hurwitz au procès Eichmann qui imprime 10 fois plus nos mémoires et duquel on emporte quelque chose, je trouve, qui est beaucoup plus fort parce que c'est un regard humain et pas un regard de caméra de surveillance, quoi. Pour rebondir sur ce que dit Julie, effectivement, ce qui m'a marqué tout à l'heure dans ce que vous disiez, Martine, c'est que le législateur avait voulu un filmage objectif. Voilà, nous, c'est un mot, quand on est un journaliste, qu'on connaît un petit peu ce qu'on fait, on sait qu'on n'est pas objectif. Enfin, il suffit de le savoir, en fait. Clairement, ça ne veut pas dire qu'on est malhonnête, ça ne veut pas dire qu'on est partiaux, ça veut dire qu'on s'astreint à entendre les points de vue les plus variés possibles, qu'on a une honnêteté intellectuelle, qu'on a une déontologie qui font qu'on va retranscrire le plus fidèlement possible ce qu'on voit. Mais moi, quand je raconte un procès, c'est moi qui le raconte. Quand Julie raconte un procès, c'est elle qui le raconte. Et la personne qui raconte est un filtre avec ses présupposés, avec ce qu'elle a vécu, avec voilà. Et le juge, c'est la même chose. Le juge qui juge, ce n'est pas une machine à juger, ce n'est pas un robot. Donc le point de vue objectif, hein, vraiment, ça n'existe pas. Et ce point de vue figé d'une caméra pour filmer un procès d'archives, c'est complètement artificiel, puisque l'idée, ce serait quand même de reproduire ce que vous vivez dans la salle d'audience. Dans la salle d'audience, vous n'êtes pas attaché à votre siège, comme dans Orange Mécanique, avec des écarteurs d'yeux, vous regardez toujours devant vous. Vous regardez à droite, vous regardez à gauche, vous regardez les réactions. Donc, il faut des champs contre champs. Il faut voir l'accusé, même quand il n'est pas interrogé. Un procès, c'est un ensemble de sensations, de stimuli, de tout ce qu'on peut vivre en étant dans la salle. Et pour moi, si on veut, pour l'histoire, filmer les grands procès et rendre quelque chose de cette expérience, il faut vraiment expliquer à ceux qui font les lois et à ceux qui nous gouvernent qu'une approche, un filmage objectif n'existe pas. Par contre, il faut choisir très soigneusement la personne qui va réaliser, filmer, quelqu'un avec une éthique, quelqu'un avec un cahier des charges, et à un moment, lui la laisser poser son regard et regarder ce qu'il y a à regarder, comme nous, quand on est dans la salle, on regarde autour de nous. Voilà la manière dont je pense qu'il faudrait évoluer, mais c'est ce que commence un petit peu c'est ce qui a commencé à être fait avec le procès des attentats de janvier 2015, où l'idée du contre-champ
a commencé à être autorisé. Ça paraît dingue, je rejoins ce que disait Julie, on a l'impression qu'on est en 2021 que, voilà, oui, on peut faire des contre-champs, c'est pas mal, c'est pas péché, c'est pas grave, c'est autorisé. Dans la salle, on regarde tout. Et il faudrait que les archives regardent aussi un peu autour partout. Oui, pour rebondir. Avant de poursuivre, excusez-moi, Christian, je vous présente les excuses de Florence Thurm, voilà, que j'avais au téléphone, mais elle arrive vraiment à rien, que ce soit avec sa connexion téléphonique, même son téléphone mobile saute. Voilà, parce qu'on avait essayé de la mettre en haut-parleur, enfin bon, voilà, même ça n'a pas marché. Donc, elle s'excuse, voilà, de ne pas être avec nous et de ne pas pouvoir participer. Christian, excuse-moi, je te redonne la Non, je parole. t'en prie. Non, c'était juste pour rebondir sur ce qu'a dit Corinne tout à l'heure, c'est-à-dire la référence à Arlette Farge me semblait très intéressante d'une part parce que c'est l'idée qu'il n'y a pas que ce qui concerne le haut, le politique, etc., mais aussi ce qui concerne ce qu'on appelle l'histoire d'en bas, l'histoire ordinaire, l'histoire de gens dont justement la trace n'est jamais vraiment conservée. Mais c'est aussi l'idée, parce que Farge, quand elle travaille sur les rapports de police, elle sait qu'elle a affaire à quelque chose qui est médié. C'est-à-dire que ça n'est pas la parole directe des personnes qui sont interrogées. Et donc, je pense qu'il faudrait que la justice assume le fait que c'est une médiation, la scénographie judiciaire, et que ce n'est pas quelque chose qui est objectif ou totalement, comment dire, rationnel. Et donc, à partir du moment où on serait d'accord sur cette idée, et en référence à ce que vous avez mentionné les unes et les autres, on peut avancer sur le fait que l'objectivité n'existe pas non plus du point de vue de l'outil judiciaire. Peut-être que les personnes qui assistent au webinaire souhaiteraient réagir ou poser des questions. Oui, Joël. Bonjour, oui, je voudrais rajouter, alors bien sûr, je vous suis entièrement dans la nécessité de libérer la caméra, de sortir de point de vue, mais il y a un autre critère qui est pris en compte par les juges pour vouloir avoir une image fixe, c'est la solennité des débats. Et c'est un élément, en plus de l'objectivité, qui explique ce choix qui est fait. Je voudrais vous poser une question par rapport à la justice ordinaire, puisqu'effectivement, là, il y a un manque d'image. Vous avez rappelé de pardon depuis donc, presque 30 ans, je crois, qu'il y a eu ce film documentaire qui a été fait. Mais les fictions, par contre, vont sur ce terrain-là. Et je me demandais quel regard vous aviez sur les fictions judiciaires qui elles, se multiplient et sont nombreuses. Merci. Je commence, Julie? Ça te va? Ok. Alors, j'entends l'argument de la solennité des débats. J'imagine que vous voulez dire par rapport à un caméraman qui bougerait dans la salle et qui irait faire des plans. Ça, je suis assez d'accord. Mais je pense qu'on a des moyens modernes d'équiper une salle avec des caméras fixes qui peuvent quand même faire des plans, des zooms. Enfin, voilà, je pense que le procès des attentats de janvier 2015, il y avait personne avec la caméra au point collée devant les magistrats. Et qu'ensuite. C'est pas une question de caméraman qui bouge dans la salle, c'est bien Ouais. une question aussi de regard qui est posé. Et mais alors cette ça. Non, mais encore une fois, vous donnez un des éléments, un critère qui est pris réellement par les juges pour. Oui, je comprends. Mais je trouve ça dingue parce qu'en fait, un procès, même tout solennel soit-il, tout historique soit-il, il y a des moments drôles, il y a des moments stupides, il y a des moments cocasses. Et c'est ça aussi un procès, les procès d'assises, il n'y a pas un moment où tout le monde rit, même si on juge un meurtre, un viol, un truc affreux, parce qu'il y a un témoin qui va avoir un accident improbable, parce que le greffier ne va pas réussir à ouvrir les scellés. La justice, elle est aussi. Je pense que là, il y a une espèce de volonté de s'entourer de quelque chose, de tout l'apparat qui existe. Quand on va assister à un procès, c'est assez impressionnant. Mais il y a aussi ces moments de vie, comme quand on rit à un enterrement, de cocasserie et tout ça. Donc, la caméra fixe, voilà, bon, c'est une idée, je trouve, un peu préconçue. Mais, et sur votre deuxième question, sur les fictions, sur la justice, moi, je voulais juste vous parler d'un cas très particulier parce que j'ai suivi le procès et j'ai vu la fiction qui en a été tirée. Donc, il y a vraiment ce regard. C'est le procès en appel de Jacqueline Sauvage, donc, qui avait été jugée pour avoir tué son mari, en appel à Blois, un procès qui a créé beaucoup d'émoi médiatique.
du fait d'une médiatisation apportée notamment par les avocates de la défense, du fait que cette femme avait été battue, violentée pendant 47 ans. Il y a eu tout un, voilà, une espèce de prise de conscience aussi à l'occasion de ce procès, énormément de militantes féministes, et puis jusqu'à la pétition, jusqu'à la grâce présidentielle. Et puis, vous avez le téléfilm avec Muriel Robin, qui est tourné par Yves Régnier. Donc, évidemment, les comédiens ni les réalisateurs n'ont pas assisté au procès. Ils l'ont reconstitué après. Et c'était à la fois bien et pas bien. C'est-à-dire qu'à la fois, c'était pas si mal. Je pense que Muriel Robin avait rencontré Jacqueline Sauvage, s'était imprégnée de sa façon d'être et qu'elle la rendait assez bien. Et après, le procès en soi était totalement caricatural. Et comme très souvent dans le cinéma, enfin, cinéma français, j'ai le souvenir de SK1, le film sur la traque de Guy Georges. Le procès est complètement raté, alors que l'histoire est super intéressante. La façon dont c'est filmé, en fait, la caméra, enfin, les auteurs de fiction veulent en faire quelque chose de spectaculaire. Donc, dans SK1, c'est très frappant. C'est au moment où les aveux de Guy Georges, ils clament oui, et les gens dans la salle font oh, voilà. Et dans la vérité, puisque Jean-Philippe Degnaud, qui est mon confrère de France Inter et qui a assisté à ce procès, dit en fait, il y avait un silence incroyable. Et Julie, comme moi, on sait ce que c'est ce silence des assises. Les gens, quand il se passe quelque chose de très, très important, il n'y a pas un bruit. C'est complètement figé, c'est juste dingue. Vous avez les poils, je les ai là rien qu'en parlant quand il se passe quelque chose. Et il n'y a pas de réaction, on n'est pas au théâtre en fait. C'est vraiment très particulier. Et moi, j'ai rarement vu, je crois voire jamais, de procès bien retranscrit dans une fiction, à l'exception peut-être de quelque chose de très particulier qui avait été fait sur l'affaire Courgeot, qui était presque une recréation du procès, mais là avec, je crois, hein, je ne dis pas de bêtises, un réalisateur qui avait assisté au débat, et l'intégralité des débats avait été scriptée, les acteurs avaient vu comment ça, et il y avait vraiment là la sensation du procès. Mais c'est vraiment quelque chose de très, très délicat à arriver à transmettre, et voilà, il y a peu d'exemples où ça réussit à être bien fait, et je ne parle pas des fictions, on va dire, basiques de flux. Le juge est une femme, l'avocat, je ne sais pas quoi, enfin tous les trucs qu'on voit où là c'est carrément, c'est n'importe quoi, et bon, même au niveau de la procédure pénale, on s'arrache les cheveux parce que ça n'a aucun sens. Mais même, voilà, même avec des choses factuellement justes, je trouve que l'ambiance, l'esprit de cette salle où parfois c'est surchauffé, où il y a une tension dramatique, c'est rare que ça arrive à passer le filtre de la fiction. Et je me tais, je laisse la parole à Julie. Non, ça va être un peu ennuyeux parce que je pense, très souvent d'accord avec Corinne, donc ça va être un peu redondant, mais je souscris absolument à tout ce qu'elle a dit. Pour la première partie, sur la solennité qui serait perturbée par des mouvements de caméra, je pense que l'idée, c'est pas de dire il y a un type qui va se mettre au milieu de la cour d'assises et qui va se balader caméra à l'épaule et mettre l'œil dans le nez du président ou d'un témoin. Je pense, quand on regarde à l'époque, par exemple, du procès Eichmann et le cahier des charges d'un Léo Hurwitz, c'était de lui dire la caméra doit être invisible. Ce qu'il a fait, c'était avec, on l'a pas vu, je pense, faire des travelling au milieu de la cour d'assises. Son cahier des charges, c'était ça. Et il a réussi à en faire le film qu'il en a fait. Et moi, je me souviens, j'ai interviewé Philippe Labrune, qui est le réalisateur du procès Papon, et qui me racontait un petit peu comment ça s'était passé pour lui, qui était un jeune journaliste à l'époque, qui avait souscrit, il y avait eu une sorte d'appel d'offres avec un cahier des charges où on demandait à plusieurs sociétés de présenter leur projet, genre comment vous filmeriez le procès Papon. Et lui, il avait été pris parce qu'il avait dit, il avait mis en avant, vous allez voir, moi je vais vous faire un truc, ça va être une caméra de surveillance. Il avait employé cette expression dont je me souviens encore, c'était l'œil de glace. Et c'était ça, on lui a dit, ah bah super, alors, on va te prendre, c'est exactement ce qu'on recherche, pas d'émotion, on bouge pas, très figé. Et je pense pas, moi, que la solennité, ça tienne là-dedans, que ce soit dans l'absence de mouvement, parce que le procès, c'est l'inverse de ça, il y a tout qui bouge, il y a tout le monde qui bouge. C'est ce que disait Corinne, notre regard, il n'arrête pas de bouger d'une personne à l'autre. Et un procès, c'est pas une parole, c'est une polyphonie à la fois d'émotions, de mots, de sensations. Et c'est intéressant parce que, par exemple, aujourd'hui, on est dans une situation avec la crise sanitaire. On se retrouve finalement à découvrir les procès filmés alors qu'on ne devrait pas parce que nous, journalistes, on ne peut plus rentrer dans les cours d'assises trop nombreux. Donc, beaucoup de procès, on les a suivis en salle de retransmission.
Et c'est comme ça que moi, par exemple, je me suis retrouvée à couvrir le procès de Jonathan Daval à Vesoul sur un écran vidéo. Donc j'ai fait un peu un procès filmé, pareil pour Nordel Lelandais. Et en fait, on découvre ça, cet écran découpé avec un plan. Alors, il y a toujours la barre des témoins, le président, le box de l'accusé et un dernier plan. Et en fait, on se rend compte de tout ce qu'on perd, de tout ce que nous, on aurait eu envie de regarder d'autres que ce qu'on nous montre là. Et je pense que ça, c'est ça le regard en fait d'une caméra. Ça devrait être le nôtre, mais quel que soit le journaliste pour raconter cette audience, que ce soit à l'image ou en presse écrite, on ne peut pas le faire sans promener son regard. Et je ne pense pas que celui de Corinne ou le mien soit moins solennel parce qu'il se promène dans une salle d'audience. Je pense que ça ne tient pas à ça. Pour moi, la solennité d'un compte-rendu ou d'un documentaire ou d'une retransmission. Ça, c'était pour la première partie. Et pour la deuxième, je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que je n'ai pas vu, alors moi, je n'ai pas vu le film sur Jacqueline Sauvage, mais je crois qu'il y a aussi, s'il y a autant de fiction, peut-être, on voit d'autant plus l'absence de documentaires ou d'autres formes pour raconter la justice et que du coup, le grand public, tout ce qu'il en connaît, c'est ce qu'il voit dans ces fictions-là qui sont, comme disait Corinne, le plus souvent assez éloignées de la réalité, tant sur le point de la procédure pénale ou même dans l'enceinte judiciaire, et que finalement, cette vision déformée ou cette méconnaissance du rituel judiciaire et de ce qui se joue dans une salle d'audience, ça vient aussi de là, en fait, du fait qu'on n'a pas été capable de montrer autre chose, en tout cas que la justice n'arrive pas à se montrer et n'arrive pas à trouver comment se montrer autrement aussi. Et je recoupe mon micro pour ne pas faire de bruit parasite. Oui, merci beaucoup Corinne et Julie de vos réflexions. Alors, je vais à nouveau faire d'autres excuses, décidément. Je passe mon temps à ça. Mais effectivement, je ne l'avais pas précisé au début de notre webinaire. Christian Delage, voilà, avait bien prévu de nous quitter un quart d'heure avant la fin. Donc, c'est pour ça qu'il n'est plus présent. Contrairement à Florence, il n'a pas été éjecté par son système, mais c'était vraiment volontaire. Je vais redonner la parole tout de suite à qui veut la prendre, mais d'abord, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit toutes les deux, et puis surtout vous, Julie, sur l'importance voilà, du regard libre que vous portez quand vous êtes dans la salle et les conditions actuelles voilà, qui vous obligent finalement à faire un peu contre mauvaise fortune, bon cœur, voilà, et de vous contenter des retransmissions avec l'angle de vue que voilà, il a été prévu de vous donner pour voir ces procès. Et je pense, alors pour ce que j'en connais pour l'instant, mais pour un des prochains procès qui va être filmé, qui va être le procès des attentats voilà, du 13 novembre, là, il va y avoir des dispositifs vraiment multiples. Alors déjà pour les personnes qui vont être dans la salle, parce que du fait de la configuration de la salle, il y aura des écrans sur les côtés. Le film, enfin le procès sera aussi retransmis dans une autre salle annexe. Enfin, il y aura vraiment un périmètre voilà, dans le palais de justice consacré à ce procès. Et il y aura notamment, et c'était là-dessus que je voulais rebondir, il y aura notamment une salle spécialement dédiée aux journalistes parce qu'il y aura très peu de place dans la salle d'audience principale pour les journalistes. Donc, les journalistes seront déportés voilà, dans une autre salle qui leur sera consacrée. Et là, avec des dispositifs, justement, de filmage qui seront multiples. Et en principe, les journalistes auront non seulement le flux enregistrés au titre des archives audiovisuelles de la justice, mais également des flux spécifiques leur permettant de voir ce qui se passe dans la salle. Donc, c'est intéressant votre remarque parce que je pense qu'effectivement, on ne vous a pas consulté pour faire ça, mais en tout cas, on a pensé voilà, à cette difficulté pour les journalistes d'exercer leur métier sans être dans la salle et donc d'arriver quand même à en voir quelque chose. Oui, je trouve que c'est intéressant, effectivement. Je rejoins Julie, puisqu'on était ensemble au procès d'Aval, donc on avait même fait,
pour vous raconter un petit peu la petite histoire, parce qu'on était quoi, une vingtaine, trentaine de journalistes accrédités. Je crois qu'il y avait 8 places dans la salle principale et les autres étaient en salle de retransmission. Donc, on tournait pour avoir chacun, parce qu'on voulait, pour la plupart, tous être dans la vraie salle. C'est pas pour voir Daval en vrai, c'est pas la question, mais je sais pas, il y a vraiment quelque chose d'une déperdition quand on est à l'écran. Et j'ai envie de dire, en fait, presque plus que l'image, c'est le son. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Julie. Euh, Parce que sur l'écran, c'est vrai on voit même parfois mieux que dans la salle, parce qu'on voit le box, on voit le témoin de face, mais on n'a pas le murmure de la salle, on n'a pas cette ambiance, on ne ressent pas en fait. Bon, et ça, je crois que n'importe quelle caméra ne pourra pas forcément le faire, mais ce sera le regard du réalisateur qui va choisir de. Enfin voilà, il y a une vraie déperdition. Je crois même si on filme la salle sous tous les angles, sous tous les côtés, avec 12 000 caméras, on ne sera pas dans la même pièce qu'avec tous ces gens-là. Et c'est ça un procès, c'est les gens dans la même pièce. Les accusés, les parties civiles, les gens qui vont les juger, les témoins. Vous avez une espèce de concentré comme ça qui est juste incroyable. C'est comme aller au théâtre ou regarder une représentation filmée. C'est très bien fait, les captations filmées au théâtre aujourd'hui. Mais ce n'est pas la même chose que d'être dans la salle. C'est pareil, vous avez vraiment un truc de déperdition. Mais après, c'est quand même très bien que la justice comprenne un peu ce qu'on fait et comprenne qu'on a besoin de voir plus d'angles que seulement la table des juges, quoi, évidemment. D'ailleurs, je ne sais pas si moi j'avais jamais vu ça, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, Corinne, au procès de Nordal Lelandais à Chambéry. Il y avait donc quand on rentrait dans la cour d'assises, l'accusé lui-même était filmé. C'est-à-dire qu'il y avait au-dessus, il y avait un écran avec un plan avec une caméra qui le filmait en fait d'en haut. Et pendant tout le procès, en fait, il y avait son image, il était comme dédoublé. Il apparaissait à la fois à l'écran et on le regardait dans le box. Moi, j'avais jamais vu un Mais dispositif pour la salle, en fait, pour que les gens. Ouais, pour tous les gens dans la cour d'assises, pour avoir une autre vue de l'accusé, ce qui était très étrange parce qu'on le regardait à la fois d'en haut et d'en face, et ça démultipliait du même endroit où on était assis, on le voyait de deux façons, et ça donnait un sentiment assez très étrange, assez kaléidoscopique du même type qu'on cernait. Enfin, il y avait un peu un côté Big Brother en plus de cet homme qu'on regarde sous toutes les coutures pendant qu'il est en train d'être jugé. Et ce que tu dis sur la salle, c'est exactement ça. Moi, je me souviens justement à Chambéry, parce qu'il y avait, alors là, il y avait encore moins de place. On tournait à 3 personnes dans la cour d'assises et 3 journalistes donc dans la cour d'assises, et les autres étaient en salle de retransmission et on faisait des roulements. Et moi, j'étais rentrée pour la déposition d'un témoin qui m'avait, mais alors complètement bouleversée. Enfin, j'étais sortie de là vraiment très très émue. C'était un vrai moment. Pour moi, j'avais l'impression d'avoir assisté à un beau moment d'audience. Enfin, tout le monde pleurait. Et puis, j'en parlais avec donc, tous les gens redescendre. C'était la fin de la journée. Et les autres étaient là, ouais, non, bah, un peu. Ils avaient trouvé ça un peu théâtral ou un peu. Ils n'avaient pas senti d'émotion, en fait. Et je pense que le fait d'être là, et c'est l'impalpable quoi, des assises et de l'audience qu'on peut sentir que quand on est dans la cour d'assises. Et à côté de ça, c'est vrai qu'à l'écran, on voit des choses qu'on n'aurait jamais vues, c'est les visages, parce que nous, on est toujours à la mauvaise place et qu'on est dans le dos des gens souvent. Donc, on perd les émotions et on gagne les visages, quoi, en gros, si on résume l'écran. Je vais peut-être donner la parole à quelqu'un d'autre. Alors là, effectivement, il y a certaines personnes qui me disent qu'ils doivent nous quitter. Donc, à très bientôt, Assunta et Caroline. Merci de vous être connectés ce soir. Il y avait peut-être quelque chose que je voulais ajouter, Martine. C'était une question que vous nous aviez posée, que je trouvais très intéressante. C'était quels sont les procès auxquels vous avez assisté et qui auraient mérité d'être filmés selon vous? Vous nous aviez émis cette idée-là et du coup, j'y ai un peu réfléchi. Alors, il y a les procès du quotidien, ça j'en ai parlé. Mais je pense par exemple au procès devant la Cour de justice de la République. Moi, j'ai assisté au procès de Édouard Balladur et François Léotard. Je pense au procès un peu quelque part des puissants, au procès de Jérôme Cahuzac, au procès Bismuth. Enfin, voilà. Il y a quand même l'idée répandue beaucoup dans le grand public que les
puissants, appelons-les comme ça, que ce soit des hommes politiques, des gens voilà, qui ont eu des hautes responsabilités, sont bien traités par la justice, vont avoir un traitement de faveur, un traitement différent. Et je trouve que ce serait, comme ce sont des gens qui sont déjà de toute façon des personnages publics, on a peut-être moins cette question qui, pour moi, est quand même importante de la vie privée des gens, du droit à l'oubli, de toutes ces questions-là qui se posent quand on va filmer des procès. Bon, si c'est le procès de Léotard, c'est un procès pour l'histoire, le procès de Balladur, etc. J'aurais trouvé, je pense qu'il y a des tas de gens que ça passionnerait de voir ça, de voir comment on juge ces gens-là, parce qu'en plus, c'est une juridiction très particulière avec des députés, de voir comment les députés s'emparent vraiment de ce travail et mènent ce travail de questionnement. Comment un Édouard Balladur, finalement, a la même posture que l'ex-premier ministre qu'il a été, alors qu'un François Léotard est devenu mais quelqu'un de complètement impalpable, insaisissable. Enfin, c'était absolument passionnant. Le procès en soi n'était pas passionnant, parce que c'était des faits très anciens, et puis ils étaient jugés tout seuls, sans... Enfin, c'était très compliqué. Ça avait quelque chose d'assez froid. Mais je me dis, ça, pourquoi on n'arrive pas à filmer ça? C'est que ce serait quand même vraiment intéressant que les gens puissent voir. C'est des gens qu'on juge, des ministres, pour des faits exercés des faits commis dans l'exercice de leur fonction, des faits graves. Là, c'est autour du financement de la campagne présidentielle qui serait venu d'argent détourné des ventes d'armes. Enfin voilà, c'est des sujets éminemment d'intérêt public. Et ça pourrait, enfin pour moi, je me dis, ce procès-là, c'est quel dommage, quoi. Voilà, par exemple, c'est partie des procès, je me dis, là, ça aurait dû être filmé. Et je crois que ça ne l'a pas été, il me semble. Hein. Y a pas eu, ça n'a pas été considéré comme d'intérêt historique, et pour moi, ça l'était. Merci beaucoup Corinne de cette précision. Oui, en effet, j'avais prévu de vous poser cette question alors que j'ai un petit peu écourté toutes les questions parce que finalement, il y avait trop de questions pour le peu de temps qu'on a. Et je voulais surtout donner le temps aussi voilà, aux personnes qui assistent de réagir et de poser leurs propres questions s'ils le souhaitaient. Est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre la parole, poser une autre question? Louise. Bonsoir, j'avais une question par rapport à la pression médiatique ou la pression de l'opinion publique qu'il peut y avoir sur la justice. En fait, j'ai en tête un article de Aurélie Housse et Arnaud Philippe qui parle de l'impact des médias sur les décisions de justice. Et j'aurais aimé savoir votre avis en tant que journaliste sur cette conscience de potentiellement de l'impact que vous pouvez avoir sur les décisions de justice. Et la deuxième question que j'ai, qui m'intéresse et qui intéresse le fait que vous soyez journaliste, c'est quel avis vous avez sur le fait que là, on a la captation audiovisuelle, qui est donc légale, autorisée. On sait que les photographes et et processus de radio sont interdits dans les procès depuis 1954. Quid on sait que les dessinateurs judiciaires, par contre, eux, sont tolérés. Du coup, j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus. Pourquoi, selon vous, eux, ils ont le privilège et le droit d'être là? Et d'ailleurs, on le voit dans les captations audiovisuelles des procès d'intérêt historique. Bien souvent, on les voit, ils ont une place un peu privilégiée, voire même dans l'endroit où il y a les débats judiciaires. Et donc, c'est assez étonnant qu'ils aient cette permission-là, cette dérogation-là. Voilà, j'aurais aimé savoir ça. Je me lance du coup sur la première partie, sur l'impact sur les décisions de justice. Alors c'est peut-être moi qui vis dans ma tour de verre, mais en tout cas, moi, c'est jamais quelque chose qui me traverse l'esprit, où j'ai pas eu le sentiment une seule fois. Déjà, je ne pense pas avoir ce pouvoir-là et j'espère que je ne l'aurai jamais. Mais qu'en tout cas, c'est-à-dire quand on est dans un procès, on est tellement dans une bulle. On est dans une espèce de petite bulle judiciaire où, alors, entre journalistes, on ne vit que de l'audience, on ne parle que de l'audience, on se couche avec l'audience, on se demande qui fait quoi comme papier, qui a prévu quoi demain. Ah oui, on discute, on se parle de nos hypothèses, nos conjectures, nos analyses. Donc, on vit vraiment cette audience et la seule chose qui nous importe, c'est d'en rendre compte le plus fidèlement possible, le plus finement possible et le plus honnêtement possible. Et en fait, c'est la seule chose qui nous obsède, je pense, tout le temps d'un procès.
Moi, je sais qu'il peut se passer n'importe quoi à l'extérieur, je ne suis jamais au courant. Donc, de ce point de vue-là, en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu embarqué dans un monde un peu hermétique, où les portes sont fermées et où on fait partie d'une petite caravane judiciaire qui est à l'intérieur, et on est à l'intérieur aussi d'une certaine façon. Donc, moi, je me sens même pas monde extérieur qui pourrait influer sur l'intérieur, puisqu'en fait, on est dedans. Et nos comptes rendus, je pense pas. L'autre chose, je pense qu'il y a, qui est souvent d'ailleurs ce qui peut être plaidé par la défense dans des procès très médiatiques, c'est le poids des médias avant, c'est-à-dire avant que l'accusé s'assoie, quel portrait on a fait de lui. Pour revenir à Nordal Lelandais, avant d'arriver, moi j'avais lu, il a pris 50 kilos. Enfin, il y a tout un imaginaire, il y a toute la figure du monstre parfois qui est construite. Et ça, je pense que ça peut avoir un impact parce que des jurés, et le mythe de jurés qui arrivent et qui découvrent l'accusé, dans des dossiers comme ça n'existe pas, par exemple, parce qu'il y a eu une construction médiatique. Et à l'audience, souvent d'ailleurs, elle s'effondre en 5 minutes. Un Jonathan Daval, où on en avait fait notre menteur national, le type le plus pervers, fourbe, un génie de la dissimulation, on s'est retrouvé face à un mec, je pense, plus transparent et phallos, c'était pas possible. Donc, en fait, c'est plus le moment où il y a des fantasmes médiatiques qui se confrontent à une réalité judiciaire et qui s'effondrent. Et c'est ça qu'on raconte aussi très souvent. Et pour la deuxième partie sur les dessinateurs qui, effectivement, sont assis à la meilleure place, ça, on est d'accord, et qui sont au centre, mais c'est, je pense, assez différent comme démarche d'écrire, de dessiner. Et capter et filmer, pour moi, c'est des choses qui sont pas de la même chose en termes comme on dit, pour le coup, de sérénité des débats. C'est-à-dire que je pense qu'un crayon de dessinateur n'a pas le même impact sur une audience qu'une caméra. Ou alors les captations, pour le coup, les captations audio sont parfois autorisées par la justice, je crois, pour garder une trace de certaines audiences. Donc ça, on les voit pas. Mais moi, je pense pas qu'il faille autoriser. Enfin, je sais pas comment il faudrait faire les choses à l'avenir pour qu'on puisse avoir une autre image de la justice et qu'elle puisse s'ouvrir. Ça, j'en suis persuadée. Maintenant, comment le faire pour pas non plus se retrouver, parce que ce serait pas possible d'avoir 5 caméras qui se baladent dans une cour d'assises pendant un procès. Enfin, ce serait pas souhaitable. Donc, je pense qu'il y a aussi un équilibre à trouver entre des autorisations à donner, des lieux qu'il faudrait beaucoup plus ouvrir, comme disait Corinne, des choses où pédagogiquement il y a un vrai intérêt et qu'il faudrait montrer, et d'autres où on considère que c'est pas nécessaire ou qu'on l'a déjà raconté, j'en sais rien, mais voilà. Je peux peut-être ajouter juste quelques mots. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Julie, c'est pénible. Non, c'est intéressant ce qu'elle dit sur notre impact sur les décisions de justice. Moi, je suis toujours stupéfaite entre la différence, et pourtant je suis journaliste moi-même, donc je devrais m'en douter, entre ce que j'ai lu avant sur un accusé, ce que j'ai lu avant sur une affaire. J'ai l'impression d'avoir tout vu, tout lu, épluché, rencontré les avocats, etc. Et puis l'audience, on se dit, mais c'est pas ça du tout, en fait. Donc, et je pense que sur les jurés, c'est la même chose. Et très souvent, moi, les présidents d'assises avec qui j'en discute me disent, ils sont comme vous, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec des préjugés, ils ont lu toute la presse, ou pas forcément lu, mais Nordal Lelandais, qui n'en a pas entendu parler. Et finalement, quand vous êtes pris dans cette importance, alors là, on parle vraiment des assises, c'est très particulier, mais quand en tant que juré populaire, on vous confie cette tâche énorme, hyper lourde, et en même temps, que tout le monde peut être amené à faire, de juger son prochain, je pense vraiment qu'assez vite, les images médiatiques, les préjugés, tout ce qu'on a pu penser de l'accusé s'efface derrière cette responsabilité très lourde, et que les jurés sont extraordinairement attentifs à ce qui se passe dans la salle et deviennent un peu comme nous, je pense, dans leur bulle, presque imperméables à ce qui se dit en dehors. Et souvent, d'ailleurs, les jurés, les anciens jurés, quand vous en parlez avec eux, ils vous disent, non, mais moi, je disais toujours aux gens, non, mais en vrai, ça n'a rien à voir avec ce que vous lisez dans les journaux. Enfin, c'est pas exactement ce que je veux dire, évidemment, que heureusement, on arrive à rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur, mais ils prennent ça tellement au sérieux que je ne pense pas qu'ils vont juger un homme sur la base d'articles qu'ils ont lus avant, de documentaires qu'ils ont vus. Peut-être le premier jour, ça va les influencer. Mais la puissance de l'audience et de cette responsabilité qu'ils ont
fait qu'ils vont vraiment rendre, je pense, une justice en leur âme et conscience. Si on parle de Nordal-Lelandais, on avait l'impression, avant même qu'il y aille, que de toute façon, il allait prendre 30 ans, parce que je crois qu'il n'encourait pas perpétuité. Hein. Que c'était évident, c'était déjà écrit, vu le personnage qui avait été dessiné. Bon, bah, il ressort avec une condamnation à 20 ans, c'est ça, hein, donc on voit bien qu'il s'est passé quelque chose dans l'audience qui n'est pas forcément, qui ne correspond pas au personnage, et à une pression médiatique, ou je ne sais quoi. Je crois qu'on l'a vraiment jugé d'après ce qui s'est dit dans cette enceinte. Mais en revanche, là où c'est vrai qu'on a un énorme pouvoir, nous journalistes, et ça, c'est pas quelque chose dont on se rend forcément compte, c'est quand on va mettre l'accent, mais c'est pas au moment du procès, c'est avant. C'est quand on va parler d'une affaire complètement oubliée, que des parties civiles essayent de ranimer depuis des années, puis il se passe rien. Ça a été classé, ça a été oublié, tout le monde s'en fout. Et là, d'un coup, vous faites un papier, vous faites un article. Là, il se passe quelque chose, alors la panique à bord, et la justice se réveille. Et c'est vertigineux, quelque part, de se dire qu'on peut avoir ce pouvoir-là. Et en même temps, c'est aussi l'intérêt de la presse que de pouvoir aider à réparer parfois les oublis, les choses qui n'ont pas été faites, etc. Mais pour moi, c'est plus là qu'on peut avoir un rôle de faire que des affaires vont finalement être jugées, vont finalement sortir, mais pas dans la décision elle-même. Enfin, en tout cas, j'espère pas, parce que sinon, ce serait trop paralysant. Et comme Julie, nous, on se concentre, à chacun son métier, j'ai envie de dire, nous, on se concentre sur bien raconter, être honnête. Et moi, je dis au président d'assises, quand j'en parle avec eux, je leur dis, j'espère bien que pendant un procès, vous n'écoutez pas la radio, vous ne lisez pas les papiers. Et la plupart me disent, non, non, je me coupe de tout. Et je pense que c'est l'attitude la plus saine à avoir. Ils le font après pour voir comment on a raconté le procès, mais surtout pas pendant. Et je pense que les jurés font pareil. Pas forcément tous, mais qu'ils sont plus influencés par ce qu'ils vont voir en direct devant eux, devant leurs yeux, que par un docu, voilà, quelque chose qu'ils ont vu à la télévision la veille. Je n'ai pas répondu sur les dessinateurs, mais moi, je suis totalement fascinée par le dessin d'audience. Je trouve que c'est extraordinaire. Et j'ai assisté, moi, à un procès qui m'a beaucoup marqué. C'était le procès de Mehdi Nemmouche, qui est l'auteur de l'attentat du musée juif de Bruxelles. Parce que, comme on le sait, la Belgique est un grand pays de dessinateurs, de bandes dessinées. Et il y avait dans la salle d'assises 7 dessinateurs. Moi, je n'avais jamais vu ça. En France, en général, j'en avais un ou deux. C'est un peu toujours les mêmes, voilà, parce que c'est dur de vivre du dessin judiciaire. C'est quand même pas une profession. C'est pas évident. Il faut arriver à placer ses dessins, etc. Et là-bas, je pense que les journaux ont beaucoup plus d'appétit pour avoir leur propre dessinateur. Il y avait 7 dessinateurs, il y en a avec des styles extrêmement différents. Il y en avait qui dessinaient sur tablette directement, c'était absolument fascinant. Et moi, je me suis dit, c'est une autre forme de journalisme, mais c'est juste génial, quoi. C'est avec une très forte subjectivité, puisque c'est l'œil du dessinateur, avec certains styles très réalistes, d'autres un style, certains à l'aquarelle. Et c'est cette variété de regards. Moi, je trouvais ça extraordinaire. J'adorerais qu'il y ait 7-8 dessinateurs dans chaque procès. Je trouve que ça donne encore à voir autre chose. Hein. En Belgique, c'était vraiment, vraiment incroyable. Et ça ne perturbe pas comme on pourrait perturber une caméra, effectivement. Ils sont très discrets, les dessinateurs. Merci beaucoup. Thibaut, je crois que vous aviez une question que vous... Excusez-moi, je suis absolument désolée, mais je vais devoir vous quitter, moi aussi. J'aurais vraiment voulu que ça n'arrive pas vu la situation, mais j'ai la réunion de une, comme on dit chez nous, pour le Libé de demain. Et du coup, il faut que je change de canal Zoom Teams. Mais un grand merci pour votre invitation et je vous laisse entre les mains de Corinne, avec qui je suis complètement d'accord, vous l'avez compris. Donc, Salut Julie. Tout va bien. Au revoir. Merci beaucoup Julie, en tout cas. Au revoir. Merci, au revoir. Et ce que je disais, c'est qu'on allait peut-être prendre une dernière question, justement, avant de conclure. Donc, il m'a semblé, Thibaut, que vous vouliez poser une question. J'ai vu une main se lever. Ou est-ce que... Oui, tout à fait. En fait, c'était une remarque, la question sur l'impact médiatique et les remarques qui ont été faites ensuite dans la réponse à propos de Nordal Lelandais m'y ont fait penser, en fait. C'est-à-dire que l'écart qu'il y a aujourd'hui entre, par exemple, un accusé qui est habitué à s'exprimer, à prendre la parole en public, et un accusé plutôt d'un milieu modeste, une personne lambda et qui n'a pas forcément la même maîtrise de la communication qu'un homme politique, par exemple. Et ça joue peut-être ce différentiel qui existe entre les typologies des accusés qu'on peut rencontrer dans une cour d'assises, dans la décision effectivement d'étendre le filmage des procès à des procès plus ordinaires.
Enfin, je pense que c'est un élément qui rentre en ligne de compte parce que j'entendais tout à fait votre suggestion, hein, sur l'intérêt à la fois historique et même démocratique d'insérer, d'inclure, enfin de faire entrer les caméras dans le prétoire lorsqu'il s'agit, voilà, de procès qui concernent un petit peu Monsieur Tout-le-Monde, mais cette caméra, elle pourrait aussi déstabiliser des gens qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer devant l'objectif. Et à l'inverse, on sait que vous avez maintes fois fait référence au procès Eichmann, mais on sait aussi que Eichmann a tout à fait déjoué l'image finalement qu'avait voulu lui coller Léo Hurwitz avant le procès. Et il en est ressorti donc cette fameuse allégorie, hein, de la banalité du mal, comme l'a très bien dit Hannah Arendt, et aussi plus récemment Radovan Karadzic, qui lui aussi a su utiliser la caméra lors de son procès et à son avantage contre les témoins. Donc voilà, je pense que ça insérerait un nouveau déséquilibre pour des procès, voilà, qui concernent des personnes qui n'ont pas cette même aisance devant l'objectif. Oui, je trouve très intéressante votre remarque, effectivement. Après, j'ai envie de dire, même sans la caméra, c'est le cas. Parce que le premier public, c'est le juge devant qui on s'exprime. Et que vous voyez effectivement que tout le monde n'a pas les mêmes armes, hein, dans l'arène judiciaire, c'est évident. Et si on revient au procès Dominici, puisque c'est à l'origine, au cours de ce procès, que les caméras et les photographes ont été interdits, je vous incite vraiment à lire un livre de Jean Giono qui s'appelle Notes sur l'affaire Dominici, qui est donc une chronique judiciaire, hein, écrite par Jean Giono. Et il a notamment toute cette réflexion sur les mots de Gaston Dominici, qui est donc un paysan très pauvre, milieu effectivement très populaire, qui est accusé d'avoir tué une famille d'Anglais qui est campée sur son terrain. Et c'est un homme qui n'a pas de mots, qui a très peu de mots et qui doit avoir, je crois qu'il a compté, il dit que Dominici doit avoir 150 mots et que l'avocat général et que le juge, ils ont 1500, 2000 mots, et que parfois il ne comprend même pas ce qu'on lui demande en fait. Et lui, il est là en spectateur, il raconte ça en fait. Comment on juge un homme qui parfois ne comprend pas la question, qu'en même temps qui n'est pas du tout un imbécile, qu'il décrit comme quelqu'un de très malin, mais il y a ce hiatus entre les notables, qui sont le procureur, le juge, les avocats, et cet homme jugé qui n'a pas les mots pour s'exprimer. C'est très, très intéressant. Et vous avez, à contrario, moi, quand j'ai assisté, voilà, j'ai suivi le procès de Jérôme Cahuzac, le procès de l'affaire Bismuth, avec évidemment Nicolas Sarkozy. C'était un show à la barre. Il n'y avait pas de caméra, mais il a quand même fait le show. De toute façon, c'était intrinsèque. Mais effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de précautions à prendre dans cette idée de filmer, entre guillemets, la vie des vrais gens. J'aime pas le floutage, je trouve ça moche. On parlait d'images moches au début de cette intervention. Mais trouver des manières d'anonymiser, peut-être en filmant les mains, pour que l'image des gens ne les poursuive pas toute leur vie. Il y a quand même dans le projet de loi l'idée de ne pas donner l'identité quand les gens ne le souhaitent pas. Je pense qu'il faut être très précautionneux face à ça. Qu'à la fois, c'est intéressant d'entendre comment une justice parfois juge les pauvres, juge les gens qui n'ont pas les mots, les gens qui ne savent pas s'exprimer, et comment elle juge ceux qui ont tout ça, par contre, et qui ont l'avocat qui va bien, qui ont tout. C'est passionnant à voir. Donc, c'est bien de donner à voir. Et je crois aussi, pour l'avoir vu et entendu de plusieurs personnes, que la présence de la caméra s'oublie assez vite finalement, surtout dans les nouvelles caméras qui sont en quelque sorte incrustées dans la salle dans les murs d'audience, hein. Dans la salle d'audience, ce sera le cas pour le procès des attentats du 13 novembre. Les caméras sont fixes en fait. Et on va dire que peut-être au premier jour, les gens vont penser « Oh là là, on est filmé, il faut qu'on fasse gaffe ». Mais finalement, les acteurs de procès filmés m'ont tous dit « On oublie assez vite qu'on est filmé quand même, on oublie assez vite la caméra ». Alors peut-être pas les accusés, ça c'est la limite. Peut-être qu'eux savent très bien qu'ils sont filmés, font un petit peu attention. Mais en tout cas, parce qu'on avait peur que les avocats fassent des effets de manche, que... Moi j'ai envie de dire, ceux qui sont théâtraux le seront encore plus, ceux qui sont cabotins seront cabotins. Ceux qui sont paralysés seront de toute façon paralysés, caméra ou pas. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des questions importantes et intéressantes. Je n'ai pas de réponse définitive là-dessus, mais c'est intéressant. Merci beaucoup, Corinne.
Mais il faut qu'on conclue, voilà, parce que vous avez beau être la dernière qui est restée, et merci beaucoup, ainsi que voilà, les personnes du public aussi qui ont pu avoir la possibilité de rester jusqu'à la fin du webinaire. Alors, pour dire quelques mots de conclusion, j'en profiterai finalement pour revenir toujours effectivement à l'origine de la création des archives audiovisuelles, parce que ce qui est intéressant, c'est que Badinter donc, a sciemment voulu faire des archives historiques en opposant, et ça c'est vraiment ce qu'on retrouve dans les documents d'archives qui contextualisent cette loi, c'est qu'il y opposait la démarche journalistique. Donc, finalement, avec les différents éléments que vous avez soulignés sur ces images qui sont très plates, très froides, qui sont très différentes de ce que vous recherchez en tant que journaliste, on pourrait dire voilà, que l'objet est bien rempli. Mais finalement, y a un point dont on n'a pas beaucoup discuté, il me semble, c'est enregistrer des archives audiovisuelles de la justice telles qu'elles sont faites, donc de façon intégrale, produisent donc un ensemble de films très très conséquent en nombre d'heures. Et donc, au-delà de la qualité, de ce que vous soulignez, du manque de points de vue différents, moi, la question que je me pose, c'est celle de l'éducation à l'image, c'est-à-dire que, voilà, comment on donne accès à ces images, comment elles peuvent être regardées par le public. Alors, c'est effectivement un petit peu ce qu'on a essayé de faire avec Christian Delage dans cette exposition, puisqu'on a réduit 2600 heures à 3 heures. Et donc voilà, alors j'espère effectivement on les a rendus plus accessibles et j'espère qu'on a effectivement réussi à montrer que à partir de leur apparente neutralité, on pouvait quand même démontrer déjà que c'était des archives qui avaient un fort enjeu social et pédagogique, et que ça rendait d'une certaine façon quand même la justice accessible. Mais j'ai bien entendu effectivement tout ce que vous avez souligné, et c'est aussi pour ça que voilà, on fait ce travail très très important avant chaque procès, puisque c'est nous, Archives nationales, qui allons recevoir ces archives pour essayer d'inciter voilà, la Cour à enregistrer un peu plus d'informations que, voilà, ce qui se fait. Oui, je voulais juste pour terminer vous encourager vivement à aller voir cette exposition, moi qui m'a appris plein de choses. Et effectivement, parce qu'on ne va pas, nous tous, aller écouter des centaines d'heures de procès, c'est vraiment extrêmement bien fait et très, 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 très riche d'enseignements. Donc, bravo pour ce travail colossal. Merci beaucoup, Corinne, de vos compliments. Et merci encore Corinne, et puis tout de même Pascal, Julie et Florence qui a tenté d'être avec nous un petit peu. En tout cas, voilà, moi je suis très, très contente de cette table ronde. Et donc je vous annonce, comme d'habitude, le prochain webinaire avec une date qui n'est pas complètement fixée, mais qui devrait se situer plutôt entre le 28 et 30 juin, qui va être un webinaire un peu particulier où on va être en direct avec le Chili pour parler du procès des 14 Chiliens qui étaient accusés donc, de la disparition de 4 Franco-Chiliens, donc procès qui a eu lieu il y a 11 ans, et pour voir effectivement, comme c'est aussi un des autres objectifs de ces films, c'est-à-dire d'avoir une portée mémorielle, donc de s'interroger sur quelle a été l'utilité finalement de cet enregistrement, comment il a été perçu par les Chiliens au Chili, mais également par les Chiliens en exil,
Et donc, voilà, je vous encourage vivement à vous inscrire quand je vous enverrai le mail, parce que je pense que ça va en faire une séance assez intéressante, un peu acrobatique à organiser d'un point de vue technique, mais on va y arriver. Et en tout cas, ça sera un webinaire plus long, hein, qui durera 2 heures parce qu'il y aura beaucoup d'intervenants. Donc, je ne vous donne pas les noms aujourd'hui parce qu'on attend encore des confirmations. Mais je vous enverrai voilà, toutes les informations en temps utile. Merci beaucoup. Merci de votre intérêt. Merci de l'invitation. Et très bonne journée à tous. Une soirée plutôt. Bonne soirée et très bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.